Ce véhicule était une véritable aberration technique montée sur chenilles, un cercueil d'acier paradoxal que ses concepteurs avaient, dans un élan de folie, équipé d'un moteur d'avion radial hautement explosif, garantissant que le moindre impact pénétrant transformerait le compartiment de combat en un brasier instantané. Pourquoi les ingénieurs ont-ils contraint les équipages à chevaucher littéralement un arbre de transmission en rotation rapide et à exécuter une acrobatie mortelle dans une tourelle dépourvue de panier de sécurité, le tout en fonçant vers une mort certaine face à des blindés adverses technologiquement supérieurs? Nous révélerons pourquoi les troupes britanniques adoraient pourtant cet anachronisme ambulant pour sa fiabilité mécanique, alors même que les tankistes soviétiques maudissaient ce cadeau empoisonné, refusant souvent de mener au combat ce qu'ils considéraient comme une insulte logistique. Découvrez comment un éclaireur inoffensif et sous-armé a muté dans les jungles étouffantes du Pacifique pour devenir une arme sadique, capable de calciner ses ennemis vivants dans leurs bunkers, et par quel miracle grotesque ce vestige désespérément obsolète de la Seconde Guerre mondiale a survécu pour rouler encore, tel un monstre de Frankenstein greffé de canons modernes disproportionnés sur les champs de bataille d'Amérique du Sud près de 40 ans plus tard. Au printemps de l'année 1940, dans une atmosphère de panique industrielle, les ingénieurs de l'arsenal de Rock Island entreprirent le développement précipité d'un nouveau char léger, s'appuyant sur les leçons douloureuses des premières campagnes européennes, bien que le résultat final, le char léger M3, ne fût en réalité qu'une version hypertrophiée et à peine modernisée de son ancêtre obsolète, le M2A4. L'exigence principale de l'état-major se résumait à une simple augmentation de l'épaisseur du blindage, portant les plaques d'acier de la face, avant de la coque à 51 mm et celle des flancs à 38 mm, une modification lourde de conséquences qui alourdit considérablement l'engin et imposa un renforcement massif de la suspension, ainsi que l'installation d'une roue de tension d'un diamètre supérieur pour compenser l'allongement de la surface de contact au sol. Bien que ce véhicule fût officiellement adopté dès juillet 1940 et lancé en production de série en mars 1941 par la firme American Car and Foundry, sa conception fondamentale restait un anachronisme technologique flagrant, caractérisé par une silhouette absurdement haute et des plaques de blindage verticales assemblées par rivetage, lui donnant davantage l'allure d'un tracteur agricole blindé que d'un engin de combat moderne. Lorsque l'armée britannique, désespérément à la recherche de matériel pour combler ses pertes en Afrique du Nord, réceptionna ces engins, les équipages, habitués aux pannes chroniques de leurs propres blindés, baptisèrent ce char américain du surnom affectueux de Honey, louant sa fiabilité mécanique exceptionnelle qui lui permettait de rouler sans fin là où les chars anglais rendèrent l'âme. Cependant, cette robustesse automobile n'était qu'une illusion dangereuse, car l'euphorie de piloter un char qui ne tombait pas en panne fit oublier aux hommes qu'ils étaient assis dans une boîte de conserve archaïque, totalement inadaptée à la guerre moderne face aux canons anti-chars allemands, une faiblesse fatale qui n'allait pas tarder à se révéler de la manière la plus brutale dès les premiers échanges de tirs réels. Sous le blindage riveté de cet anachronisme d'acier se dissimulait un groupe motopropulseur qui illustrait à lui seul toute l'absurdité de la philosophie de conception américaine de cette époque, car au lieu d'opter pour un moteur diesel robuste et sûr, les ingénieurs firent le choix aberrant d'un moteur en étoile à 7 cylindres refroidis par air, le Continental W679A, conçu à l'origine pour propulser des aéronefs dans le ciel et non des blindés dans la boue. Ce cœur mécanique développait certes une puissance respectable de 250 chevaux à 2400 tours par minute, mais il contraignait la logistique à acheminer vers le front de l'essence d'aviation hautement volatile, avec un indice d'octane d'au moins 92, transformant chaque impact pénétrant dans le compartiment moteur en un risque mortel de brasier instantané. L'utilisation de ce moteur aéronautique vertical
dictait également la silhouette grotesquement haute du véhicule, tandis que l'espace intérieur se retrouvait brutalement sectionné en deux moitiés exiguës par l'énorme arbre de transmission qui traversait l'habitacle pour relier le moteur arrière à la boîte de vitesse avant, un obstacle métallique sur lequel l'équipage devait littéralement chevaucher. Alors que le pilote et son assistant prenaient place sur des sièges réglables équipés de ceintures de sécurité, le tireur et le chargeur dans la tourelle étaient condamnés à exécuter une véritable acrobatie mortelle, car le char étant dépourvu de panier de tourelle solidaire, ils étaient forcés, lors de la rotation de l'arme, de trébucher maladroitement par-dessus l'arbre de transmission au sol et les caisses de munitions dans une danse épuisante. L'armement principal lui-même, un canon de 37 mm M6 monté sur l'affût M22, semblait puissant sur le papier, avec sa vitesse initiale de 884 mètres par seconde et une capacité de pénétration théorique de 53 mm à une distance de 457 mètres. Mais il s'avéra dans la pratique totalement impuissant contre le blindage frontal des adversaires modernes. Bien que la pièce d'artillerie disposât d'un système de stabilisation avancé pour l'époque, censé permettre un tir précis en mouvement, la complexité de son maniement et l'effet explosif ridiculement faible des minuscules obus rendaient cette merveille technologique souvent inutile dans la brutalité du quotidien au combat, réduisant l'engin à un véhicule capable de rouler vite, mais incapable d'infliger des dommages sérieux à un ennemi réel. L'euphorie initiale, suscitée par la fiabilité mécanique du véhicule, s'est dissipée très rapidement dans la réalité impitoyable du désert nord-africain, lorsque les commandements alliés commirent l'erreur funeste de déployer le M3 avec son blindage de papier et son armement anémique, comme une arme d'assaut offensive contre les unités allemandes aguerries. Si les premières escarmouches contre des modèles italiens obsolètes avaient offert des succès trompeurs qui endormirent la vigilance des Alliés, la bataille d'El Ghazala, en mai 1942, révéla l'infériorité absolue de la conception américaine avec une brutalité effroyable, lorsque le 8e régiment de hussards se heurta frontalement aux Panzer III et Panzer IV de l'Afrika Korps. Les équipages britanniques durent assister, impuissants, au spectacle démoralisant de leurs projectiles de 37 mm se désintégrant sans le moindre effet sur le blindage frontal allemand, tandis que les canons adverses transperçaient la silhouette haute et rivetée des Stuarts à des distances d'engagement que l'arme américaine ne pouvait même pas espérer atteindre. Cette leçon douloureuse se répéta avec une violence encore plus grande lors de l'arrivée de la première division blindée américaine durant l'opération Torche, où les équipages inexpérimentés furent littéralement pulvérisés au col de Kasserine en février 1943. Face aux chars lourds, Tigre, et aux redoutables canons anti-aériens de 88 mm utilisés en tir tendu, le léger M3 apparaissait comme un jouet fragile qui, au moindre impact direct, se transformait instantanément en une torche ardente, une vulnérabilité catastrophique qui conduisit les forces américaines à perdre 183 chars de tout type en une seule semaine, alors que les pertes de l'Axe restaient dérisoires en comparaison. Après cette débâcle opérationnelle, la doctrine stratégique consistant à aligner des chars légers sur la ligne de front principale en Europe fut définitivement enterrée, et l'on rétrograda le véhicule, la mort dans l'âme, à de simples missions de reconnaissance, sans se douter que la véritable vocation de cet outsider technologique ne résidait pas dans les vastes étendues désertiques, mais l'attendait dans un environnement totalement différent et impénétrable. Alors que le haut commandement américain avait déjà rayé le char léger de ses plans stratégiques sur le théâtre européen, le considérant comme une erreur tactique, une renaissance grotesque de ce véhicule s'opérait à l'autre bout du monde, car les jungles impénétrables des îles du Pacifique rendaient souvent impossible le déploiement des lourds chars moyens,
favorisant soudainement le M3, agile, bien que faiblement blindé. Dans cet enfer vert et humide, où la visibilité se réduisait souvent à moins de 20 mètres, la portée anémique du canon de 37 mm ne constituait plus un handicap, et en comparaison directe avec les modèles japonais encore plus archaïques, comme le Hago ou le Chiha, dont le blindage ne résistait souvent même pas aux mitrailleuses lourdes, la conception américaine semblait presque supérieure. Pourtant, même dans ce scénario, une grave faiblesse de l'armement se révéla rapidement, car les minuscules obus explosifs de la pièce principale possédaient une force de détonation si dérisoire qu'ils s'écrasaient sans le moindre effet contre les massives fortifications ennemies, construites à partir de troncs de cocotiers et de terre compactée. Face à cette urgence opérationnelle, les ingénieurs du corps des Marines improvisèrent l'une des variantes les plus terrifiantes de cette guerre, en évidant sur certains véhicules la tourelle devenue inutile pour en retirer le canon et installer à la place un lance-flamme Ronson, alimenté par un réservoir de 170 litres intégré directement dans la coque. Ces conversions radicales, baptisées Satan, transformèrent le char, conçu à l'origine comme un simple éclaireur, en un engin de siège mobile capable de calciner les fortifications ennemies sur Saipan et Tinian directement à travers les meurtrières, offrant ainsi au véhicule une nouvelle raison d'être, bien que macabre. Tandis que les Marines américains apprenaient à apprécier leur Stuart modifié dans la fournaise du Pacifique, des milliers de ces machines propulsées à l'essence étaient simultanément expédiées vers les étendues glacées du front de l'Est, où les équipages de chars soviétiques accueillirent ces cadeaux américains avec un mélange de scepticisme et de rejet ouvert. L'arrivée de 1232 exemplaires sur le front de l'Est marqua le début de l'un des chapitres les plus mal entendus de la coopération militaire, car les tankistes soviétiques considéraient le M3 qu'ils répertoriaient sobrement dans leur registre sous le nom de M3 léger, davantage comme un fardeau logistique encombrant que comme un véritable renfort opérationnel. L'absurdité technique atteignit ici son paroxysme, puisque la chaîne d'approvisionnement soviétique, calibrée presque exclusivement pour fournir du diesel robuste destiné au T-34 national, se vit soudain contrainte de livrer des quantités astronomiques d'essence d'aviation à haut indice d'octane, uniquement pour empêcher ces moteurs américains capricieux de geler dans le froid brutal de la Russie. Outre ce carburant hautement inflammable, la silhouette grotesquement haute du véhicule se révéla être un handicap fatal dans les steppes plates, car contrairement aux conceptions soviétiques au profil bas, le char était pratiquement impossible à camoufler et offrait une cible parfaite pour la défense anti-char allemande, d'autant plus que l'armée rouge sacrifiait souvent ses unités légères sans pitié dans des assauts frontaux suicidaires au sein de formations mixtes. Bien que des commandants individuels, tels le lieutenant Pavkin en septembre 1942, parvinssent à neutraliser 11 véhicules ennemis grâce à des embuscades habilement tendues, de tels exploits demeurèrent des anomalies statistiques incapables de masquer l'inutilité générale du canon de 37 mm face au blindage sans cesse croissant de la Wehrmacht. Le mécontentement de l'état-major soviétique envers ce type de véhicule devint tel que Moscou renonça officiellement à toute livraison supplémentaire dès le mois de mai 1943, un refus cinglant qui, paradoxalement, n'incita nullement les ingénieurs américains à abandonner le concept, mais les poussa au contraire à tenter de maintenir artificiellement en vie cette conception obsolète par des modifications radicales. Alors que l'armée rouge mettait ce véhicule au rebut, les constructeurs américains tentèrent désespérément de compenser le retard technologique béant par des modifications profondes, aboutissant à la variante M3A3, dont la coque entièrement soudée et le blindage frontal désormais étiré vers l'avant et incliné à 20 degrés suggéraient certes une modernité visuelle, mais ne résolvaient en rien le problème fondamental de l'anémie de l'armement, se contentant d'alourdir la masse totale de 2 tonnes et de contraindre la boîte de vitesse à adopter un nouveau rapport de transmission
de 2,57 pour 1. Les Britanniques, en revanche, ayant depuis longtemps diagnostiqué la valeur combative quasi nulle du canon de 37 mm, empruntèrent des voies bien plus radicales et retirèrent purement et simplement la tourelle complète sur bon nombre de leurs conversions baptisées Stuart Rich ou Kangaroo, dépouillant ainsi le véhicule de sa fonction première pour en faire, par un paradoxe ironique, un engin enfin utile, transformé par le démontage de son arme principale inefficace en un transporteur blindé ou un tracteur d'artillerie rapide et allégé. Le sommet de l'art de l'improvisation fut cependant atteint par les unités de partisans yougoslaves qui utilisèrent le robuste châssis américain comme simple vecteur motorisé, l'unissant dans un mariage technique bizarre à des systèmes d'armes allemands capturés tels que le puissant canon anti-char PAC-40 de 75 mm ou le quadrinome anti-aérien Flak 38 de 20 mm, prouvant ainsi par l'absurde que le char américain ne pouvait acquérir une puissance de feu respectable qu'en étant greffé avec la technologie létale de l'ennemi. Mais même ces conversions exotiques ne marquèrent nullement la fin de cette conception tenace, car, tandis que les grandes nations industrielles envoyaient leur flotte à la casse après la fin des hostilités, le M3 allait entamer, dans un hémisphère totalement différent, une seconde carrière étonnamment longue, défiant toutes les prévisions rationnelles sur la durée de vie d'un engin de guerre aussi désespérément obsolète. Après la fin du conflit mondial, alors que les grandes puissances industrielles envoyaient massivement leurs stocks excédentaires à la ferraille, le M3 entama une troisième carrière stupéfiante en Amérique latine, où il servit encore pendant des décennies comme système d'armes principal au sein des armées du Brésil, de la Colombie ou de l'Équateur, ces nations n'ayant tout simplement pas les moyens financiers de s'offrir des alternatives plus modernes. Le sommet absolu de l'absurdité technique ne fut cependant atteint qu'à la fin des années 70 au Brésil, lorsque la firme Bernardini tenta le pari insensé de transformer cette relique rouillée du début des années 40 en un char de combat moderne, en éliminant pratiquement tout, sauf le bas de la coque et les galets de roulement, pour les remplacer par des composants contemporains. Le résultat de cette opération radicale, baptisée X1A, était propulsé par un moteur diesel moderne Saab Scania de 280 chevaux, accélérant la masse, désormais passée à 15 tonnes, à une vitesse de 60 km/h, tandis qu'un énorme canon français de 90 mm de type DEFA remplaçait l'arme ridicule d'origine de 37 mm, imposant au châssis une puissance de feu pour laquelle il n'avait physiquement jamais été conçu. Le fait qu'un char, conçu à l'origine pour lutter contre les minuscules A-Go japonais, roule soudain près de 40 ans plus tard à travers la jungle sud-américaine équipée d'une conduite de tir moderne, confirmait la thèse formulée dès 1945 par le professeur soviétique Gruzdev, selon laquelle le Stuart possédait certes d'excellentes qualités de mobilité en tant que véhicule de cavalerie, mais constituait, en tant que char de combat, une erreur de conception fondamentale dès le départ, en raison du déséquilibre fatal entre sa mobilité et sa puissance de feu. L'histoire de ce véhicule ne s'achève donc pas par une mort logique due à l'obsolescence technique, mais par le constat ironique que c'est précisément ce char, jugé inapte sur les champs de bataille européens et maudit par ses équipages pour sa faiblesse, qui, grâce à sa mécanique simpliste et sa capacité de modification infinie, est resté en service actif près d'un demi-siècle plus longtemps que ses concurrents, nettement plus puissants, complexes et célèbres.